Voilà. Bienvenue à ce tour du monde. Comment va le monde? Dans quel état est-il? Roberto de Primis, géopolitologue averti à Bruxelles, il suit de tout près tout ça et va nous exposer son point de vue depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas, comment ça va tant socialement qu'économiquement, bien sûr, voire politiquement. Roberto, la parole est à toi. Merci Enza, merci Madame la Présidente. Ça me fait vraiment très plaisir de revenir encore cette semaine-ci. Alors, je vais essayer vraiment d'être bref, faire 10-12 minutes, grand maximum, et comme ça, je laisse un maximum de temps, comme chaque semaine, pour vos questions-réponses. Bon, bien sûr, le premier chapitre, ça reste quand même Russie-Ukraine, ce conflit avec un enlisement, mais surtout maintenant, avec ce qu'on a découvert des crimes de guerre ou des probables crimes de guerre. Là, c'est encore le questionnement des cabinets d'avocats internationaux, mais surtout les ministres européens de la justice se sont réunis pour essayer de voir de quelle manière les Européens et d'autres pays pourraient se mettre d'accord pour porter plainte auprès du tribunal pénal international. C'est clair que ce n'est pas nous qui devons décider de la teneur de ces crimes. Il faudrait une enquête approfondie, une enquête équilibrée et surtout qu'après le tribunal puisse statuer sur cette terminologie-là et sur ces faits-là avérés sur le terrain, comme on l'a vu avec les photos et les vidéos avec les journalistes. Donc, on est entré dans une partie beaucoup plus dure et sanguinaire, ou en tous les cas, on le voit maintenant par des photos et des images, et un enlisement. Voilà, j'espère que vous avez récupéré mon audio. Je ne sais pas pourquoi il s'était enlevé, je suis navré. Donc, on a vraiment un enlisement là pour le moment, ce qui devient problématique parce que les Russes sont en train de fortifier toute leur présence sur l'est du pays ukrainien. Très certainement, ils vont fortifier toute leur présence à l'est et à partir de ce moment-là, pourront se mettre peut-être dans une phase peut-être plus poussée au niveau de la négociation avec les Ukrainiens. Encore à voir de quelle manière cette négociation pourra prendre forme. Là aussi, c'est un grand questionnement. Comme vous savez, à chaque fois, j'essaie de voir de manière transversale les informations, à chaque fois en fonction des amitiés internationales. Eh bien, alors qu'Aeroflot, la compagnie aérienne nationale russe, ne vole presque plus nulle part, elle a repris tous ses vols sur l'Iran, donc avec Téhéran. Tout ça pour vous donner aussi une idée de comment les relations et les amitiés internationales peuvent continuer à fonctionner. Maintenant, si on continue de manière transversale avec tout ce qui se passe à cause de ce conflit, on l'a vu avec la Covid-19, on le voit de manière amplifiée avec cette crise en Ukraine, ce conflit en Ukraine. Le patron du fonds d'investissement BlackRock avait parlé récemment de la fin de la mondialisation. Moi, je dirais plutôt qu'on est rentré dans une phase de démondialisation qui avait déjà été opérée dans la partie Covid, mais surtout une désoccidentalisation, parce qu'on voit une influence de plus en plus marquée vers l'Asie, mais c'était des tendances lourdes qui étaient déjà présentes dès le départ. On le voit dans la supply chain, donc dans l'échelle de valeur et dans les échelles d'approvisionnement, sur les éléments stratégiques, médicaux, santé, mais aussi sur les puces et autres, on est en train de tout réorganiser. Mais j'aimerais aller rechercher un fait concret, un fait qui touche à la Russie. Si vous parlez d'environnement, si vous parlez de réchauffement climatique, vous pensez à la fonte des glaces. Eh bien, à l'heure actuelle, quand vous avez un tanker ou quand vous avez un grand bateau qui part de Rotterdam et qui va jusque Busan par la grande boucle du Sud et qui passe par le canal de Suez, ça prend énormément de jours. Et ça coûte beaucoup d'argent et le transport maritime peu cher, c'est fini depuis la Covid-19 et la crise. Et c'est pour ça qu'avec la fonte des glaces, les Russes avaient organisé de plus en plus la route du Nord, qui part de Rotterdam ou d'Amsterdam et qui pourrait aller jusque la Corée ou la Chine, mais en gagnant beaucoup de jours, beaucoup de carburant et beaucoup d'argent. Mais pour arriver à rendre cette voie-là viable, il faut des brise-glaces de grande technologie qui sont majoritairement détenues par des Coréens et majoritairement détenues par des Européens, alors qu'il y a énormément d'embargos et de sanctions occidentales contre la Russie. Donc là aussi, dans notre supply chain qui change, dans les transports et la logistique qui change et qui a été accélérée avec la Covid-19,
cette crise et ce conflit ukrainien posent un problème avec les sanctions. Quand on va enlever les sanctions, ou quand on va peut-être devoir les limiter pour essayer de permettre quand même au commerce mondial de pouvoir continuer à fonctionner et éviter justement une contraction de la croissance économique. Voilà, je voulais vous donner un détail qui me semblait vraiment important dans ce phénomène de démondialisation et qui peut vous toucher dans votre quotidien, parce que je suis convaincu que vous avez peut-être dû réorganiser votre échelle de valeur, réorganiser votre acheminement, ou peut-être faire le reshoring, comme on appelle ça en anglais, donc peut-être produire à proximité ce que vous faisiez en Thaïlande, au Vietnam, en Chine ou dans d'autres pays, peut-être en Afrique. Un petit point, je fais bref aussi pour la présidentielle française, parce qu'on oublie souvent, mais on est le 5 avril. Et le premier tour, c'est le week-end prochain. Et on en parle très peu. Il y a une ombre énorme du conflit ukrainien. Et l'ensemble des conseillers qui entourent Emmanuel Macron commencent à tirer la sonnette d'alarme pour lui faire comprendre que plus on se rapproche en fait du premier tour, le 10 avril, avec le second le 21 avril, plus les chiffres en fait, bien sûr, ce sont des sondages de la distance entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Le Pen, l'écart est en train vraiment de diminuer. Donc, les conseillers d'Emmanuel Macron lui demandaient d'aller beaucoup plus sur le terrain, de parler beaucoup plus en fait aux classes moyennes qui, elles, commencent à se tourner de plus en plus vers la candidate d'extrême droite. Alors, quelques informations qui me semblent quand même importantes aussi à vous dire. Pourquoi? Parce qu'elles touchent des pays à proximité. Je pense à la Serbie et je pense à la Hongrie. Ces deux pays ont eu des élections présidentielles et parlementaires ces derniers jours. Les présidents sortants sont réélus en Serbie avec le président Vučić, mais aussi avec le président Orban en Hongrie. Ce qui veut dire aussi que ces présidents qui sont proches des politiques russes, parce qu'ils ont des avantages économiques et industriels, restent en place pour un certain nombre d'années encore. Alors que, comme la Serbie, elle essaye de faire énormément d'activités envers l'Union européenne pour accélérer son adhésion. Donc là, ici, il y a quand même un déséquilibre dans la balance, mais ce sont deux chefs d'État très proches de Moscou, qui continue, enfin très proche aussi de nos contrées et de nos pays, avec qui peut-être vous commercez, et ça nous donne quand même une idée de quelle manière les pays à proximité vont continuer à avoir une politique, disons, de proximité avec Moscou. D'ailleurs, on l'a vu notamment, la Serbie ne voulait pas appliquer un certain nombre de sanctions imposées par les pays occidentaux à l'égard de la Russie. C'est normal, ils ont énormément d'intérêt. Et un des plus gros clients en Serbie est bel et bien la Russie. Le Monténégro aussi, avec quelques réticences à appliquer complètement l'ensemble des sanctions occidentales à l'égard de la Russie. Alors, de plus en plus, ces dernières décennies, on parlait de nouvel ordre mondial. Moi, je parle de nouveau désordre mondial depuis ce conflit en Ukraine. Mais ce nouveau désordre mondial, j'aimerais aller de manière transversale de nouveau. Je trouve que l'an 1, c'est en Europe du nouveau désordre mondial. Parce que ce qu'on croyait impensable et infaisable avec cette invasion russe en Ukraine et avec la paix qu'on pensait comme totalement acquise, toute cette instabilité devient une nouvelle normalité. Maintenant, ma crainte, et en bon gestionnaire de risque, risk manager, etc., pour des entreprises internationales, je trouve qu'il faut aussi prévenir. J'ai peur que l'an 2 soit l'Asie, alors, qu'il y ait un nouveau désordre mondial de ce côté-là. Alors, pourquoi les Américains sont profondément préoccupés par le conflit en Ukraine? Non pas parce que c'est l'Ukraine, mais parce que purement et simplement, si on laisse trop faire les Russes, ça donne des idées aux Chinois qui pourraient en faire de manière identique avec Taïwan. Et donc là, ça créerait un nouveau désordre mondial, mais dans l'an 2 en Asie. Donc, moi, j'en appelle à beaucoup de retenue et dans tout ce qui est gestion de risque, mais surtout dans vos expositions, si vous êtes des femmes et des hommes d'affaires. On aura l'occasion d'en parler. Moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions. J'essaie de faire au plus vite. Je vois qu'il est quand même 44.
Un dernier point qui me semble vraiment important, les tendances cyber. Et la semaine prochaine, je prendrai du temps pour vous parler des crypto-monnaies parce qu'il y a un vent nouveau qui souffle à Washington, au Capitole, au Parlement américain, qui veut réglementer de manière un peu différente. Il y a certains caucus, comme on l'appelle, donc c'est-à-dire des parlementaires qui se mettent ensemble et qui veulent réorganiser un peu tout le business autour des crypto-monnaies. On en parlera la semaine prochaine, si vous voulez, pour ceux qui ont des investissements en crypto-monnaies. Mais je voulais parler de cyber avec 2 points. Il y a une intensification en fait d'attaques cyber de la part très certainement d'organes russes ou d'agences russes à l'égard d'opérateurs télécoms en Ukraine. Je pense notamment à Urktelecom, qui est le premier et le plus gros opérateur en Ukraine, qui a été attaqué et pendant 15 heures, qui n'a plus permis aux Ukrainiens de pouvoir utiliser les services de télécommunication. Mais on sait quand même que via certains satellites qui sont gérés par Elon Musk et Tesla, il y a quand même la possibilité pour les Ukrainiens de pouvoir utiliser gratuitement les services satellitaires pour pouvoir faire passer des informations. Et un deuxième point dans les questions cyber que je voulais soulever avec vous, parce que vous êtes des utilisateurs de LinkedIn et n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si on n'est pas encore amis de ce côté-là. Il y a une explosion d'attaques en fait de la part de l'Asie, donc notamment la Chine et le Vietnam. À vous d'être extrêmement attentifs quand vous recevez des demandes d'amitié sur LinkedIn. Il y a de plus en plus de profils asiatiques à la tête de LLC ou à la tête d'entreprises très, très intéressantes en Chine, en Vietnam ou autres. J'en appelle vraiment, j'ai formé beaucoup de personnes ici à Bruxelles, d'organismes gouvernementaux à la cybersécurité, mais de manière très basique, hein, non pas dans la partie de codage et informatique. Parce que ça passe par là, ça passe par des demandes d'amitié, des demandes d'informations. Il n'y a pas de visioconférence, hein. On vous demande un CV, on vous demande des informations. Donc, soyez extrêmement attentifs à des profils douteux qui vous demandent de l'amitié. Ça vaut aussi pour Facebook, que c'est beaucoup plus marqué sur LinkedIn. Et il y a une explosion en 2021-2022 de la part de certains pays asiatiques. L'Inde aussi est en train de le faire, aller pêcher donc des informations chez vous et qui pourraient être utilisées a posteriori. Voilà, j'espère avoir été transversal, de ne pas avoir répété ce que vous entendez tous les jours en fait dans la presse. C'est un peu le but ici, de l'analyser comme je peux et je vous le dis vraiment, je suis là pour vous. Donc maintenant, allez-y, bombardez-moi de questions, mettez-moi mal à l'aise et challengez-moi. Merci beaucoup, Roberto. Bon, évidemment, j'ai assez vite envie de donner la parole en 1 minute à Marek, parce que lui, il vit depuis la Pologne ce qui se passe en direct. Marek, à toi, merci d'ouvrir ton micro. Et pendant que tu fais ça, je salue l'Algérie avec mon ami Islam qui nous a rejoints. Ça, c'est le positif des visios, c'est qu'on peut être de partout. Marek. Écoutez, je n'ai pas tellement de questions, j'ai peut-être quelques remarques. Seulement, il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui viennent en Pologne, qui passent par la Pologne. Donc, les gares sont évidemment très occupées. Il n'y a pas de désordre incroyable, il y a beaucoup de volontaires. Je dirais que c'est la population plus que le gouvernement qui agit et puis qui agit d'une manière spectaculaire. Chapeau bas vraiment à des gens en Pologne qui se sont appliqués pour aider à des Ukrainiens de telles mesures. Mais même si on a passé 2 millions d'Ukrainiens maintenant en Pologne, 80% d'entre eux déclarent qu'après la guerre, ils reviennent chez eux. Hein. Donc, ce n'est pas qu'ils changent la patrie. Ils sont bien ici, ils ont reçu tout, y compris l'école. Un demi-million d'Ukrainiens vont à l'école en Pologne. C'est une échelle immense. Bien qu'il y en avait déjà 100 000 avant la guerre d'Ukraine, parce qu'on avait toujours des Ukrainiens qui ont travaillé ici, donc les enfants ont allé à l'école, donc le programme a été construit déjà, ce qui a facilité la chose maintenant. Néanmoins, un demi-million d'étudiants ukrainiens en Pologne, c'est quelque chose. Bon, il y a la partie d'entre eux qui transitent par Berlin. J'ai une copine d'ailleurs polonaise qui travaille comme une volontaire à la gare à Berlin. Donc, tous les jours,
trains sont absolument bourrés et puis les gens ils arrivent à l'ouest. Donc une partie d'entre eux, ils vont plus loin, mais la plupart restent quand même en Pologne. Merci, donc, merci oui. beaucoup, Marek. Comme observateur privilégié, est-ce que tu as l'impression, par exemple, que l'information est tout à fait correcte? La formation. L'information. L'information. La communication. Oui. En fait, de quelle communication parlez-vous? Celle qu'on écoute au téléjournal, est-ce que… Écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté le téléjournal suisse, ni français d'ailleurs, donc je ne sais pas, je n'ai pas le temps pour ça, mais je pense que l'information qu'on a ici en Pologne, elle est correcte, même en médias gouvernementaux, c'est fait d'une manière honnête, je veux dire au niveau des informations qui concernent l'Ukraine, parce que la politique reste la politique. Ici, on parle la même langue. Donc, le gouvernement et le peuple. Donc, au niveau de l'Ukraine, il n'y a pas de miscommunication. Maintenant, ce qui est dans le pays de l'Ouest, je ne sais pas exactement, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Merci beaucoup, Marek. Je vais passer la parole à Islam. Islam, bonjour. Tu avais une question très précise par rapport au système SWIFT pour Roberto. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Enza, bonjour Roberto. Merci pour l'invitation. J'ai pris à la va-vite. Alors, je voudrais savoir, j'ai une question en particulier. J'ai un ami qui est l'un des plus gros exportateurs d'acier en Algérie, qui s'approvisionne en Russie. Nous discutions la dernière fois avant le Ramadan, parce que nous avons commencé notre mois de commun national, comme on appelle ça. Donc, il est très difficile de travailler, parce que tout le monde n'est à peu près qu'à 20% de ses capacités. Et il a eu des bateaux bloqués en termes de transactions, c'est un peu compliqué. Et j'aimerais juste avoir un éclaircissement de la part de Roberto. Comment ça se passe du point de vue des transactions bancaires depuis que la Russie ne peut plus utiliser le système SWIFT? J'ai cru comprendre qu'elle s'était rapprochée de la Chine, mais bon, étant totalement profane dans le domaine, j'aimerais bien quelques éclaircissements là-dessus. Alors, je fais bref, Enza, vous savez, je sais que vous voulez des réponses brèves, et puis Islam, tu me reviens, il n'y a aucun problème, on pourra un peu développer tout ça. Système SWIFT pour tout le monde, en fait, c'est le système international qui est utilisé pour toutes les transactions à travers le monde, transactions bancaires et financières. C'est un certain nombre de banques russes, dès le départ, qui ont été mises au banc de ce côté-là, qui ont été retirées, qui ne pouvaient plus utiliser le système SWIFT pour pouvoir faire des transactions. Pas toutes, quasiment toutes maintenant sont interdites de pouvoir utiliser ce système-là. Eh bien, il y a des systèmes parallèles qui ont été utilisés entre pays. Tu as parlé, Islam, entre la Russie et la Chine pour des transactions, et donc ça bypass, en fait, ça outrepasse le pouvoir central que peut avoir le dollar, parce que les transactions se font en dollars de ce côté-là. Eh bien, les transactions se font en roubles, se font en renminbi, et les Russes et les Indiens ont aussi mis au point de ce côté-là leur plateforme pour pouvoir commercer entre eux et pouvoir faire leurs transactions. Moi, je dirais de ce côté-là, là où tu es pour le moment, la question est de voir de quelle manière ton pays va, oui ou non, avoir un contact direct avec Moscou pour que les transactions se fassent dans les monnaies locales et non plus en passant par la plateforme centrale qui est SWIFT. Je fais juste une petite allusion à ça. SWIFT est quand même une entreprise américaine. C'est un banquier qui m'a dit, bien sûr, on ne cite jamais ses sources, c'est un banquier qui m'a dit un jour, au début du conflit, ils sont quand même bêtes, les Américains, de mettre dehors les Russes en fait du système SWIFT, parce que c'est quand même le meilleur moyen pour pouvoir avoir un œil sur toutes leurs transactions et savoir ce qu'ils font réellement. Alors que maintenant, ils n'auront plus aucun contrôle dessus et ils ne sauront plus où va l'argent et à quoi il va servir. Donc, mais c'est une petite boutade, mais qui n'est pas si blague que ça, si tu m'as lu entre les lignes, Islam. J'espère avoir répondu à ta question.
Merci. Roberto, pour rester dans le circuit des monnaies, la Russie a annoncé ne plus vouloir de dollars pour le gaz notamment. Pourtant, le gaz continue d'arriver quand même. On en parle depuis 4 semaines, cette histoire du gaz et un peu de tout ce qui tourne un peu de bizarre là autour. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, c'est une volonté de ne pas vouloir se faire payer en dollars parce que les cours sont en dollars et les contrats qui ont été signés en fait avec l'ensemble des personnes avec qui, l'ensemble des pays pardon, avec qui la Russie exporte et travaille pour son gaz et son pétrole, ils avaient été contractuellement fixés en dollars. Là maintenant, c'est une volonté en fait de la part des Russes de ne plus donner une valeur centrale au dollar et d'aller en euros, d'aller en roupies, d'aller en renminbi pour la monnaie locale, chinoise ou encore des roubles, donc être payé en monnaie nationale. Alors, c'est juste envoyer un message aux Américains pour leur dire on essaye de mettre à mal votre puissance. Mais d'un autre côté, ça pourrait avoir un retour de flamme, parce que je parlais avec des opérateurs et des traders, ça pourrait avoir un retour de flamme pour les Russes, qui se feraient payer en roupies, peut-être maintenant avec le rouble à un certain niveau. Mais si le rouble continue à perdre sa valeur et que les contrats continuent à arriver, à ce moment-là, les Russes ne vont plus trop gagner de l'argent parce que le rouble ne vaudra presque plus rien. Et alors que les prix auront été fixés peut-être maintenant au 5 avril, le rouble va peut-être perdre encore 50% de sa valeur, encore qu'il est revenu à un niveau assez égal qu'au début du conflit. Mais imaginons que ce soit fait maintenant au 5 du 4 à la valeur du rouble, il perd 50% dans quelques temps, c'est celui qui a acheté en fait son gaz et son pétrole qui est content parce qu'au final, le taux de change est bénéfique pour lui. Donc, je ne suis pas convaincu que les Russes, sur le moyen et sur le long terme, ont une approche intelligente, mais ils veulent envoyer un message politique aux Américains pour leur dire le dollar n'est plus la monnaie centrale sur la planète. Merci beaucoup, Roberto. Il y a Frédéric Lehner, notre responsable de l'antenne de Fribourg, qui reparle des cyberattaques. Pour autant que ces cyberattaques soient identifiées russes, ce dont nous ne sommes pas certains quand même. Frédéric, en 30 secondes, une question? Voilà, bonjour. Oui, j'avais une question parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, et puis c'est la question de la communication lorsqu'il y a des attaques dans la population, alors principalement aux données médicales, mais ça peut être ailleurs, d'autres données. C'est la manière de communiquer. Est-ce qu'on doit justement minimiser dans la communication qu'on fait, dans les communiqués de presse, que les données n'ont au final peu d'importance, ce qui on espère ainsi que les hackers ne vont pas monnayer les données du fait qu'on leur dit que ce n'est pas important, avec le risque que dans la population on ne comprenne pas et on puisse se dire, ils sont en train de minimiser nos données médicales qui sont dans le public. Autrement, faire effectivement l'inverse. Quelle est la meilleure manière de faire au niveau public et communiqué de presse qu'on peut faire? Frédéric, tu me mets extrêmement mal à l'aise parce que tu me demandes les formations que je donne aux communicants en stratégie cyber, c'est des formations d'une matinée et tu me demandes de résumer ça en 30 secondes. Ça me met vraiment mal à l'aise. En fait, je vais répondre avec… C'était le but. Non, mais je taquine, c'est second degré total, mais je vais essayer d'être extrêmement précis. Moi, je trouve que la plupart des personnes ou des institutions qui sont attaquées, qui ont des cyberattaques, la première chose vraiment concrète, c'est de savoir quelle est l'étendue, quel est le type d'attaque, est-ce que ça engage juridiquement l'entreprise, est-ce qu'il faut prendre un cabinet d'avocats, quelle est l'autorité gouvernementale qu'il faut avertir. Après, au niveau de la rançon qui est demandée, honnêtement, ici en Belgique, il y a une autorité fédérale, c'est la police qui aide les entreprises et qui vient vraiment, qui oblige d'ailleurs les entreprises de ne pas payer ces rançons qui sont souvent en Bitcoin ou Ethereum. Si on vous demande 10 Bitcoins à 50 000 $, je peux vous assurer que ça fait quand même 500 000 $ pour certaines institutions. Ça devient un peu difficile à gérer. Mais la stratégie de communication, franchement, je me ferai plaisir, si tu veux, un jour, je viens à Fribourg. C'est vraiment une stratégie très pointue.
qui change totalement d'un segment de marché à l'autre, mais je trouve qu'il faut travailler en amont parce que ça doit être transversal dans une entreprise. Il faut vraiment que la personne qui gère le risque, la personne qui gère l'IT, la personne qui gère le droit, les finances, mais aussi qu'il y ait à chaque fois un backup. Je vous donne un simple exemple. Vous avez une cyberattaque et vous avez Fernand qui est parti justement 15 jours à Tenerife, mais c'est le seul qui a la clé pour ouvrir l'ensemble des data centers et autres. Je vous donne un exemple, et j'en termine là, Enza, je vous promets, j'essaie d'être bref. Facebook a été hacké il y a quelques mois, et ça devait durer que quelques heures, mais en fait, ça a duré 10-12 heures. Mais en fait, le gros problème, c'est parce que le hacking qui a eu lieu à ce moment-là a fait un reset de tous les badges et des emails @facebook.com. Et donc, en fait, il a fallu relancer les @facebook.com, donc avoir des emails internes pour pouvoir se reloguer, donc rentrer dans les data centers et relancer les data centers. Mais les personnes qui pouvaient faire ça, elles étaient à l'autre bout des États-Unis. Donc, c'était complexe. Il a fallu louer des jets privés, faire revenir. Donc, c'était extrêmement complexe. Et dans la stratégie de communication, j'en termine là, il faut avoir la capacité pour une entreprise d'être extrêmement honnête, de dire soit on ne sait pas combien de temps ça va durer, soit ça va durer 5-6 heures. Et là, ça avait été le problème pour Facebook, qui avait beaucoup communiqué sur Twitter pour dire justement ça va durer 5-6 heures, mais en fait, ça va durer beaucoup plus que ça. Et les utilisateurs se sont profondément énervés. Merci beaucoup, Roberto. Eh bien, voilà, on arrive quasiment à la demi-heure. Je ne vois pas d'autres interrogations. Tu as été, comme d'habitude, brillant. Merci de ce tour du monde en une demi-heure. En peut-être une minute pour voir d'une semaine à l'autre s'il faut rester dans le bon espoir que tout ça se résolve au plus vite, ou si tu as l'impression que finalement ça empire et que ça risque de durer. Je suis vraiment navré d'arriver. Je suis quelqu'un d'extrêmement positif et qui essaie de voir les opportunités. À chaque fois, je suis assez anglo-saxon ou assez américain de ce côté-là pour le monde des affaires. Mais je deviens préoccupé plus par les effets collatéraux de ce conflit à travers la planète. Comme je vous disais, nouveau désordre mondial en 1 en Europe et en 2 peut-être en Asie, où il y aura un nouveau désordre qui pourrait s'organiser de ce côté-là. Je commence à être un peu profondément préoccupé par les implications que ça peut avoir. Déjà, je vous conseille d'éviter de lire tous les journaux et d'écouter tous vos journaux, sinon vous allez devenir des anxieux. Déjà qu'on l'était avec la Covid, ça va s'amplifier avec le conflit en Ukraine, même si ça a son importance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un phénomène dans les entrepreneuses et les entrepreneurs à travers la planète où les gens commencent à avoir très très peur dans leur stratégie. Ça commence à devenir difficile. On est au mois d'avril. Quand je parle de stratégie sur la fin 2022, même de ce côté-là, des entreprises qui sont dans des secteurs hautement stratégiques sont en train quand même de penser plus à l'été, autour de l'été, on verra ce qu'on fait après l'été. Ça me rappelle ce qui se passait pendant la Covid, où on voyait à 3 mois ou à 2 mois. C'est assez difficile à ce moment-là de naviguer comme ça en tempête, comme un navigateur, comme un marin, et de voir uniquement la pluie et les vagues et de ne pas se rendre compte de vraiment ce qu'il y a derrière toutes ces vagues-là. Oui. Je suis navré de terminer avec cette note-là, mais je préfère avoir l'honnêteté avec vous tous qui êtes dans le monde des affaires que vous de vous vendre de la poussière d'étoiles.